L'Union soviétique à l'été 1943. Deux généraux vont s'affronter au cours d'une bataille qui déterminera l'avenir de l'Europe centrale. Les troupes allemandes ont à leur tête un aristocrate prussien. Face à lui, un enfant de la révolution bolchevique, fils de simples paysans. Si plusieurs kilomètres séparent les deux généraux, par l'esprit, ils sont installés à la même table. Deux experts en sciences militaires vont tenter de décortiquer leurs tactiques et leurs stratégies. Une autre équipe sera chargée d'évaluer leurs équipements et leur puissance de feu, afin de découvrir comment a été gagnée la plus grande bataille de blindés de tous les temps. Février 1943. L'armée allemande vient juste d'essuyer une défaite humiliante à Stalingrad. C'est le premier revers militaire important du Troisième Reich. Avec beaucoup d'intelligence, les Russes ont entraîné les Allemands à l'intérieur de la ville, terrain de bataille privilégié pour l'armée rouge, qui excelle dans le combat rapproché. L'armée allemande, qui a perdu quelques 200 000 hommes, se retire pour panser ses blessures. La ligne de bataille se déplace sur les 1500 km qui séparent Leningrad de la mer Noire. Hitler exige que vengeance soit faite. Il confie la préparation de la nouvelle offensive au plus brillant tacticien militaire de la Wehrmacht, un officier de 55 ans, le maréchal Erich von Manstein. Von Manstein dépasse d'une coudée tous les autres généraux allemands engagés dans cette guerre. C'est sans aucun doute l'un des plus habiles commandants opérationnels de l'histoire. Le général de division Simon Mayol, qui a servi durant les deux guerres en Irak, pense que tout prédestinait von Manstein à devenir un grand général. Il venait d'une famille prussienne très traditionnelle. Il avait l'art militaire dans le sang. La devise de sa famille est « dévouement et loyauté ». Il intègre donc l'armée avec un très grand sens du devoir, de l'obéissance, de l'histoire allemande et de la hiérarchie militaire. L'adversaire que von Manstein aura à affronter est un maréchal de 46 ans, Georgi Zhukov, vice-commandant en chef de l'armée rouge. Il a la réputation d'être l'un des rares hommes à pouvoir dire non à Staline. Zhukov a des origines sociales très simples. Il a rejoint l'armée rouge durant la Révolution en tant que simple soldat. Il a ensuite gravi tous les échelons jusqu'au sommet. Son milieu social et son histoire personnelle diffèrent totalement de ceux de son adversaire allemand. Le professeur Philippe Sabine, historien militaire, a étudié de façon très détaillée la guerre qu'a menée Zhukov. Zhukov est un général qui a été formé dans le moule soviétique. Sacrifier des vies n'est pas un problème pour lui. Personne n'ose l'irriter ni lui désobéir de peur d'y laisser sa vie. C'est un homme qui a atteint son but, quel qu'en soit le prix, et je pense que c'est quelque chose que Staline respectait. Le fort contraste que présentent les deux hommes, tant sur le plan du caractère que de l'extraction sociale, aura un impact immense sur la bataille à venir. Une fois encore, Zhukov veut entraîner von Manstein dans des combats rapprochés. Mais ce dernier est bien déterminé à combattre l'armée rouge en terrain découvert.
Le champ de bataille sur lequel ils vont se rencontrer, le saillant de Koursk, est situé sur la ligne de front qui sépare les Allemands à l'ouest des Russes à l'est. Le saillant de Koursk est une immense étendue de terre de 23 000 km². Von Manstein, à la tête du groupe armé du Sud, une force de 300 000 hommes, va tenter de prendre le saillant par le sud. Au même moment, le groupe armé du centre l'attaquera par le nord. Ces deux pinces doivent se rejoindre à Koursk et prendre en étau des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge que les soldats allemands pourront ensuite liquider à loisir. Hitler compte s'assurer la victoire grâce à sa technologie de pointe. Ses ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'une des armes qui compte déjà parmi les plus redoutées de l'arsenal allemand. Un canon de DCA surpuissant destiné à abattre les avions ennemis. Le Flak 88 est entré en service en tant que canon anti-aérien, parce qu'il pouvait envoyer un obus de près de 10 kg à une vitesse de 840 mètres par seconde. Mais les généraux allemands ont vite découvert qu'en abaissant le canon et en visant droit devant, on pouvait atteindre des chars ennemis situés à plus de 2000 mètres de distance. Mais placer le Flak 88 en position sur le champ de bataille n'est pas une tâche aisée. Ce canon est un monstre de 7 tonnes. Il faut un camion pour le déplacer. Une fois que le camion l'a déchargé, les hommes sont abandonnés à eux-mêmes, totalement dépendants du camion s'ils doivent se déplacer à nouveau. Préparer le Flak 88 au combat prend aussi beaucoup de temps. Chaque fois qu'on utilise ce canon, il faut rabaisser les stabilisateurs et mettre le contrôle de tir en position pour tirer avec précision sur l'ennemi. Tout ça prend du temps. Et durant ce temps-là, les hommes sont à la merci d'une attaque ennemie. Le canon pèse 7 tonnes et ne dispose d'aucun système de protection. Mais les ingénieurs allemands vont trouver la solution. Ils décident d'entourer ce formidable canon d'une tourelle de protection. Les hommes qui le manœuvrent se retrouvent ainsi à l'abri derrière une carapace blindée de 10 cm d'épaisseur. Ensuite, pour assurer sa mobilité, ils placent le canon sur des chenilles, transformant ainsi ce super canon en un super char. Il reçoit le nom de Mark VI, mais il est plus connu sous son surnom de Tigre. Le Tigre peut tirer plus loin que n'importe quel char soviétique et son épais blindage le protège efficacement des obus ennemis. Ayant ainsi placé le canon le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale sur un char, les Allemands sont persuadés que la victoire leur est désormais assurée. Mais les Russes sont confiants, car ils possèdent, selon eux, l'arme secrète qui leur permettra de neutraliser la prouesse technologique que représente le Tigre, une simple pelle. Hitler est tellement fasciné par son nouvel arsenal d'armes de pointe qu'il ordonne à von Manstein de ne pas lancer d'offensive en direction de Koursk avant qu'un nombre suffisant de ses nouveaux chars ne soit arrivé sur la ligne de front. Cette décision va retarder l'attaque de 3 mois, ce qui contredit totalement l'instinct militaire de von Manstein. Ce dernier excelle dans la guerre éclair, une tactique inventée par les Allemands en réaction à la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale. Lors de ce conflit, les armées en présence envoyaient leurs soldats par vagues successives sur le champ de bataille, où ils tombaient sous le feu des mitrailleuses. Dans la guerre éclair, les hommes sont remplacés par des machines. Les attaques aériennes massives et des attaques de blindés ultra rapides sont destinées à prendre l'ennemi par surprise. De brillants officiers coordonnent ces attaques, concentrant leur pouvoir de feu sur les points faibles des lignes ennemies.
Tous les meilleurs commandants de la Wehrmacht étaient obsédés par l'idée qu'il fallait agir vite, attaquer l'ennemi sur les flancs et sur l'arrière pour briser sa cohésion. Il fallait le tenir par le bout du nez en même temps qu'on lui bottait les fesses. Von Manstein sait que retarder l'attaque peut lui faire perdre toute chance de prendre l'ennemi par surprise. Mais Hitler ne veut rien savoir. Von Manstein devra attendre l'arrivée des nouveaux chars. Von Manstein a dû se sentir frustré de recevoir un tel ordre. Pour lui, l'armée allemande se montre beaucoup plus efficace quand elle attaque par surprise et livre des batailles ouvertes. À l'opposé de cette conception, on trouve celle d'Hitler, qui est obsédé par la planification de l'attaque. De plus, Hitler n'aimait pas tellement prendre des décisions. C'est ainsi que les mois ont commencé à passer. Malgré des états de service remarquables, von Manstein n'a jamais réussi à gagner totalement le respect d'Hitler. Leur relation était gênée par l'éducation aristocratique de Manstein. Manstein n'avait pas vraiment d'intérêt pour la personne d'Hitler. Et ce dernier ne crut jamais, pour résumer grossièrement l'idée, qu'on pouvait confier à un officier prussien, aristocrate de surcroît, la tâche de mettre en pratique la politique nazie. Du côté russe de la table, le maître et ses officiers sont aussi divisés. Staline veut qu'ils attaquent les Allemands immédiatement. Zhukov, lui, veut attendre. Au printemps 1943, deux choix s'offrent aux Russes, attaquer ou se défendre. Leur ligne de front est maintenant stabilisée. Doivent-ils essayer d'avancer ou attendre que les Allemands les attaquent? Staline est pour l'attaque. Depuis 1941, la solution qu'il privilégie quand il doute était l'attaque. Il veut mettre les Allemands sous pression, en tuer le plus possible et tenter de récupérer le territoire soviétique encore largement occupé par l'ennemi. Zhukov, lui, est un homme prudent qui veut assurer ses arrières avant d'attaquer. Il préfère laisser les Allemands attaquer les premiers, les entraîner dans une guerre d'usure pour ensuite lancer une contre-attaque victorieuse. Il est donc d'avis d'attendre une attaque allemande à laquelle il sera prêt à répondre. Nous voulions répondre à l'offensive allemande en se défendant vaillamment, saigner l'ennemi à blanc, puis lancer une contre-offensive pour l'écraser définitivement. Selon Zhukov, plutôt que d'attaquer sans attendre, il faut construire un tampon défensif pour freiner le champion de la guerre éclair. Il sait très bien que dans une guerre d'usure, c'est le nombre qui l'emporte, et son armée est plus importante que celle de l'ennemi, tant en hommes qu'en armement. S'il arrive à entraîner von Manstein dans un affrontement quasi statique, il est certain que son armée aura le dessus. Zhukov arrive à convaincre Staline. Il ordonne alors à l'armée rouge, assistée pour l'occasion de 300 000 civils, de construire le plus grand ouvrage défensif jamais réalisé. Koursk est un immense champ de bataille. Son échelle est gigantesque. Il s'étend sur des centaines de kilomètres et se présente en majorité comme une steppe ouverte. C'est un terrain idéal pour les opérations de blindés et malheureusement, historiquement, c'est dans ce domaine que les Allemands se sont toujours montrés les plus forts. Zhukov veut donc tout faire pour que les Allemands s'enlisent dans des fossés défensifs de plusieurs centaines de kilomètres de long qui vont former les lignes de défense de l'armée rouge. Zhukov sait que la meilleure façon d'arrêter une attaque de chars est de creuser un fossé devant eux. Cette tranchée est à une échelle d'1/6, mais le principe est exactement le même. Un creux qui les immobilise, suivi d'un muret insurmontable.
Du point de vue d'un commandant de blindés, la bataille de Koursk est un véritable cauchemar. Il y a des fossés anti-chars et des troupes d'infanterie retranchées. L'axe d'attaque des Allemands est truffé d'obstacles. Que se passe-t-il quand un char avance vers un fossé de ce genre? Il se retrouve coincé dedans. Est-ce qu'il peut en ressortir? Non. Tranchée 1, Tigre 0. Le capitaine Robert Stork du corps des ingénieurs royaux a été confronté personnellement à des fossés anti-chars en Irak. Il sait quel piège il représente pour les blindés. Un fossé anti-char n'est pas seulement conçu pour tenter de stopper l'avance des blindés ennemis et de les capturer, mais aussi pour tenter d'amener l'ennemi où l'on veut qu'il aille. Des fossés intelligemment placés forcent les blindés à suivre un itinéraire donné. On essaie non seulement d'arrêter les chars, mais de les emmener là où on veut qu'ils aillent. C'est-à-dire dans une zone de combat où les commandants pourront concentrer leurs forces, en particulier leur artillerie, pour pouvoir ensuite tuer le plus de soldats ennemis possible. Mais ces fossés ne constituent qu'une partie du plan de Zhukov. Ils sont avant tout destinés à ralentir l'avance allemande. De plus, pendant que leurs chars sont coincés, ils peuvent devenir la cible de l'artillerie russe. Ces assemblages de batteries anti-chars et d'autres obstacles sont disposés comme sur un échiquier et reliés entre eux par des tranchées pour former une ceinture qui atteint par endroits jusqu'à 6 km de long. Chaque kilomètre de cette ceinture contient 4500 hommes, 45 chars et 100 canons. Il existe 8 de ces ceintures défensives qui s'étendent jusqu'à 200 km à l'intérieur du territoire russe. Zhukov transforme le terrain découvert, idéal pour l'attaque éclair de von Manstein, en un tissu très dense de pièges et d'obstacles destinés à gêner l'avance de l'ennemi. Dans le cadre de la préparation de sa grande offensive, von Manstein envoie des avions en reconnaissance pour repérer les positions de l'artillerie russe. Ensuite, il envoie des Stuka pour les bombarder. Vues d'avion, les positions russes semblent des cibles faciles. Mais Zhukov, conscient de la menace, leur réserve une surprise. Les Russes vont tout faire pour que les avions de la Luftwaffe, qui effectuent des vols de reconnaissance au-dessus de cette zone, croient que leur point fort se trouve précisément ici. Ils font des marques profondes dans l'herbe, pour imiter les traces laissées par les roues des camions. Nous avons imité les marques de brûlure au sol qu'auraient laissées les bouches des canons. Nous avons aussi tenté de reproduire une arme en position, avec le canon et ses pieds. Là encore, pour convaincre l'ennemi que c'est une position défensive. Les Russes excellent dans l'art de la dissimulation qu'ils appellent maskirovka. Ils arrivent à tromper les avions de reconnaissance allemands, même de jour. Ils peuvent cacher leurs forces de telle façon que quand finalement l'ennemi les attaque, l'effet de surprise est toujours assuré quand ils les déploient. Zhukov est certain que les Allemands ne prennent pas la pleine mesure de ce qu'ils ont en face d'eux. Dans les premières heures du 5 juillet, Hitler autorise finalement von Manstein à attaquer.
Hitler envoie ses hommes au combat avec ce message. Aujourd'hui, vous allez participer à une offensive d'une telle importance que tout l'avenir de la guerre dépend de son issue. La plus grande concentration de chars et d'armes d'assaut allemands jamais déployées s'élance sur la steppe russe du nord et du sud en même temps, dans un mouvement de tenaille. Mais l'attaque est immédiatement ralentie par la mortelle course d'obstacles organisée par Zhukov. Disséminés un peu partout sur les lignes de défense, se trouvent ces objets, le cauchemar de tout conducteur de char, les mines. On va la placer sous ce véhicule témoin. Pour faire la démonstration de sa mine anti-char, l'ingénieur en explosifs Sidney Holford doit se contenter d'une vieille voiture. Firing! Ce n'est pas vraiment un char, bien sûr, mais c'était un véhicule roulant avant qu'on presse ce bouton. L'explosion a séparé ses composants principaux. Le corps du véhicule est dispersé un peu partout sur le terrain jusqu'à une distance de 50 mètres. Il y en a par là. Et il y en a par là aussi. Le système de direction est par là. Il est rare d'obtenir un cratère aussi parfait. Celui-ci est très beau. Ça vous donne une idée de la puissance de ces mines. Dans un véhicule de ce type, aucun des passagers n'aurait survécu. S'ils avaient été dans un char et que celui-ci n'avait touché la mine qu'avec une seule chenille, avec un peu de chance, certains auraient peut-être survécu à l'explosion. Mais ils seraient sûrement morts après, des suites d'une commotion cérébrale. Les chars allemands continuent d'avancer, mais les Russes ne cessent de mettre des mines sur leur chemin. L'armée rouge a placé 40 000 mines sur le champ de bataille de Koursk. Dans certaines zones, il y en avait une tous les 30 cm. Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que von Manstein n'arrive pas à avancer aussi facilement qu'il s'y attendait. Des chars ou de l'infanterie avançant en terrain miné subissent une pression psychologique très forte. J'ai déjà eu à traverser des terrains minés. Je sais de quoi je parle. Quand on avance, on sait que si l'ennemi a bien posé ses mines, certains d'entre nous se feront forcément prendre. Les mines sont faites pour ralentir les troupes, les briser, couvrir le terrain de débris et vous préparer à être ensuite attaqué par d'autres éléments des forces de défense. Les ingénieurs de von Manstein tentent de dégager des chemins à travers les champs de mines. Mais déminer à la main est un travail très long qui coûte cher en vies humaines, ce que von Manstein ne peut pas se permettre. Il fait donc appel à la technologie sous la forme d'un engin explosif sur roue, surnommé le Goliath. À l'aide d'une télécommande, un ingénieur de combat dirige le Goliath vers le champ de bataille, où il le fait exploser. La force de l'explosion fait sauter toutes les mines se trouvant à proximité. Les Russes tentent d'arrêter les Goliaths avec leurs fusils, mais les Allemands poursuivent inexorablement leur avance à travers les champs de mines. Von Manstein fait avancer ses 700 chars en formation cunéiforme pour passer à travers les espaces dégagés par les Goliaths. Il choisit d'avancer en coin. Et à la pointe de sa lance, il place les chars les plus lourdement armés. Il espère qu'ils seront assez lourds, aidés par les ingénieurs des mineurs, pour briser les défenses ennemies. Derrière lui, il a encore un coin formé par les Panthers, les Mark III et Mark IV, qui sont déjà plus anciens.
Il espère que cette stratégie lui permettra de surmonter la défense ennemie. Les chars de von Manstein avancent à travers les défenses russes. Mais au nord, la seconde partie de la tenaille allemande n'a pas attaqué avec des chars, et ce sont les Russes qui ont le dessus. Au nord, la tactique défensive des Russes a très bien fonctionné. Les Allemands ont attaqué avec leur infanterie, préférant garder les chars pour l'assaut final qui n'aura jamais lieu. Très rapidement, l'attaque s'est enlisée et les Allemands ont fini par se replier. Au sud, l'équilibre des forces était différent. Les Allemands avaient plus de blindés, ils ont donc attaqué chars en tête et ils ont ainsi réussi à pénétrer plus profondément les défenses ennemies. À la fin du premier jour de l'offensive, les chars de von Manstein ont brisé la première ligne de défense des Russes et ont avancé d'environ 10 km. Pour fonctionner, le plan de von Manstein a besoin de ces deux pinces. Mais ce dernier prend rapidement conscience qu'il ne pourra pas encercler l'armée ennemie comme il le projetait au départ. Peut-il réussir avec une seule pince à déstabiliser le plan de défense soviétique et frapper les réserves stratégiques des Russes assez puissamment pour qu'ils ne soient pas en mesure de passer à l'offensive en 1943 ? La mission de von Manstein devient de plus en plus difficile. L'attaque nord du mouvement de tenaille ayant échoué, von Manstein doit faire appel à tout son génie stratégique pour maintenir les Russes sous pression. Il avance en lançant de brèves attaques nocturnes, prenant l'ennemi par surprise. Il arrive même à infiltrer des hommes derrière les lignes russes pour provoquer des mouvements de panique. Lors d'une de ces sorties, des SS ont réussi à s'emparer de chars russes et à avancer très loin sur le territoire soviétique. Lorsqu'ils ont croisé une vraie colonne de chars russes, ils ont saisi l'occasion pour exploiter une faiblesse découverte plus tôt durant le conflit. Dans une colonne de blindés russes, seul le char de commandement peut transmettre des messages radio. Si elle est mise hors d'état de fonctionner, les autres chars ne sont plus en mesure de communiquer leur position et leurs mouvements. Les chars allemands peuvent parfois détruire jusqu'à 18 chars russes par jour. Mais les usines soviétiques en fournissent immédiatement de nouveaux. Les Allemands ne font pas le poids face à l'industrie soviétique. Von Manstein ne veut pas d'une guerre d'usure. Il ne veut pas d'un combat dans lequel il devra avancer avec ses chars en terrain miné vers une armée comptant un nombre supérieur de chars, des batteries d'artillerie en masse. Pour espérer emporter la victoire, il sait qu'avec ses commandants, il doit continuer à grignoter du terrain jusqu'à ce qu'il arrive à briser la croûte la plus dure de la défense soviétique. S'il arrive à faire ça, il se trouvera en position de livrer le type de bataille dans lequel il excelle. Une guerre de manœuvre utilisant la tactique de la guerre éclair. Mais cette tactique de grignotage fait perdre patience à von Manstein. Il décide alors de ne pas aborder Koursk de façon directe et de contourner le centre défensif de l'armée rouge. Son nouvel itinéraire passe par la ville de Prokhorovka, au cœur de la Russie centrale. Pour Zhukov, cette proximité devient de plus en plus inconfortable.
Pour les Soviétiques, le moment critique de cette bataille est certainement celui où leurs premières lignes défensives sont brisées au sud et où les Allemands pénètrent de 35 à 40 km à l'intérieur de leurs lignes. Zhukov sait que ses forces sont plus importantes que celles de son adversaire, pas seulement en quantité, en nombre d'hommes et de chars, mais aussi du point de vue du moral des troupes. Les siennes sont encore portées par la victoire de Stalingrad. Il est conscient que ce ne sera pas facile, mais il continue de penser que si la bataille s'engage comme il l'entend, il peut l'emporter. L'incursion de von Manstein force Zhukov à passer à l'action. Situé sur les arrières du saillant de Koursk, une puissante armée de réservistes attend d'être appelée. C'est le front de la steppe, fort de 400 000 hommes. Pour Zhukov, toute la question est de savoir quand faire appel à ses renforts. Le timing est crucial. Zhukov veut être sûr que les Allemands sont suffisamment affaiblis après 7 jours de combat pour que ses forces de réserve achèvent de les battre. Si ce n'était pas le cas, si les troupes de réserve étaient envoyées trop tôt, les Allemands pourraient avoir raison d'elles. Le rôle principal du front de la steppe devait être de mener une contre-offensive de grande envergure que Zhukov planifiait de lancer une fois que la première attaque allemande aurait été contrée. Mais les Allemands semblaient désormais en position de faire une percée. La situation était vraiment dangereuse et il fallait trouver un moyen de les arrêter. La funeste décision fut donc prise d'envoyer au combat les troupes de réserve du front des steppes. Ces réserves représentent la dernière ligne de défense des Russes. Si les Allemands arrivent à la percer, ils ont la voie libre jusqu'à Koursk. Le matin du 12 juillet 1943, les chars du front des steppes se retrouvent nez à nez avec ceux de von Manstein, non loin de la ville de Prokhorovka. C'est ici que va s'engager la plus grande bataille de chars de l'histoire. Face au poids lourd allemand de 56 tonnes, le Tigre, le T-34 russe, avec ses 31 tonnes, fait figure de poids plume. Le T-34 était facile à fabriquer, facile à entretenir et pouvait être conduit par à peu près n'importe qui, ce qui était souvent le cas. Il arrivait que ces chars aillent directement de la chaîne de production sur le champ de bataille. Les Russes ne l'ont pas du tout modifié durant toute la guerre, ce qui signifiait qu'ils pouvaient le produire sans interruption, ce dont ils ne se sont pas privés. À la base de sa conception, il y avait la volonté de protéger le char sans l'alourdir avec un blindage trop épais qui lui aurait fait perdre de sa rapidité et de son agilité. La solution est à la fois simple et ingénieuse. Le blindage du Tigre a une épaisseur de 100 mm, alors que celle du T-34 n'est que de 60 mm. De plus, quand le blindage du Tigre est vertical, celui du T-34 est incliné. L'un des avantages d'un blindage incliné est que certaines munitions anti-chars rebondissent dessus. Mais que se passe-t-il si elles arrivent à le pénétrer en comparaison avec un blindage vertical ? Nous allons le découvrir maintenant en utilisant 2 exemplaires identiques d'un livre très épais et un fusil à pompe. Et maintenant une deuxième fois. Voyons comment la balle pénètre sur notre exemplaire équivalent à un blindage vertical. 240, 248, elle est allée jusqu'à la page 250. Maintenant, voyons le résultat sur notre blindage incliné. Elle n'est allée que jusqu'à la page 111.
Les ingénieurs qui ont conçu ces chars ont découvert que si on inclinait le blindage, cela augmentait la quantité d'acier qu'une munition devait traverser. Un angle de 60 degrés double l'épaisseur du blindage sans augmenter son poids. Son poids permet au T-34 d'être plus rapide, avantage que Zhukov s'empresse d'exploiter. Zhukov retourne la méthode de la guerre éclair contre von Manstein en lançant une attaque rapide et concentrée. Von Manstein espère endommager les T-34 avec les canons à longue portée de ces tigres. Mais Zhukov ne lui laisse pas l'occasion de se battre à distance. Il lance ses T-34 dans un combat rapproché et ils se mettent à tirer sur les tigres à bout portant. Le plus grand avantage des T-34 soviétiques est leur nombre. Il y en a tellement qu'ils peuvent charger sans répit avec leur équipage, ils peuvent supporter de grosses pertes, approcher de tout près l'arrière et les flancs des chars allemands, d'autant plus que le canon de 76 mm du T-34 a une très bonne capacité de pénétration. Les forces en présence se retrouvent totalement mêlées avant même d'avoir pu se rendre compte de ce qui se passait. C'est typiquement le genre de bataille que les Allemands ne voulaient pas livrer, parce que leurs chars sont mieux équipés pour livrer bataille de loin et détruire les chars soviétiques avant qu'ils aient pu charger. Au lieu de cela, ils se retrouvent engagés dans un combat au corps à corps qui exige de délicates manœuvres tactiques. La bataille dégénère en une horrible boucherie. Les choses ne se passent pas du tout comme von Manstein les avait prévues. Il espérait surprendre les Russes alors qu'ils étaient en position statique ou déjà en train de reculer, et mener contre eux une action brutale et rapide pour percer le front. Mais les Russes ont décidé d'utiliser leurs chars de la même façon, comme dans une charge de cavalerie. Ce qui s'est passé près de Prokhorovka ressemble à une grande mêlée de cavalerie. C'est un spectacle quasiment impossible à visualiser. Les champs de blé en feu, les chars qui explosaient, les tourelles qui volaient en l'air, les équipages qui sautaient hors de leurs chars, l'infanterie totalement désorientée. Le chaos absolu à l'intérieur des chars. Ça sentait la cordite, la sueur, le sang, la peur. Il y avait le terrible spectacle des camarades qui explosaient dans les chars voisins. Des cris qui déchiraient les tympans. C'était une vision dantesque. C'est la plus grande bataille de blindés de l'histoire. Jamais une telle chose ne pourra se reproduire. Il n'y a plus aucune place pour la tactique ou la stratégie. Zhukov et von Manstein en sont réduits à un rôle d'observateur dans cette bataille qui tourne au chacun pour soi et qui rappelle, par sa violence, des scènes médiévales. Ce n'est pas un combat de gentleman à distance. Tout le monde tire à bout portant et tous les combats se font au corps à corps. À une telle distance, même le blindage réputé impénétrable du Tigre devient vulnérable. Il craint même les soldats d'infanterie armés de simples bouteilles de vodka. Dans sa forme la plus simple, le cocktail Molotov est un chiffon brûlant dans une bouteille d'essence qui explose à l'impact. L'ingénieur en explosifs Sidney Holford va nous faire la démonstration de sa puissance. Les hommes qui attaquent les chars allemands durant la bataille de Koursk sont armés d'une version plus sophistiquée du célèbre cocktail. En plein combat, on ne peut pas perdre un temps précieux à allumer l'engin. L'allumage est produit par une réaction chimique. J'ai une bouteille contenant de l'essence que j'ai épaissie en y ajoutant un peu de caoutchouc et une couche d'acide sulfurique.
Je l'entoure maintenant d'une bande imprégnée d'une substance qui s'enflamme et brûle immédiatement dès qu'elle entre en contact avec de l'acide sulfurique. Les Russes envoient leur cocktail Molotov vers les grilles d'aération des chars qui sont reliées au compartiment du moteur. Quand la bouteille se brise, les deux substances entrent en contact et provoquent une réaction. À haute température, l'essence prend facilement feu dans le moteur du char. C'est une arme à la fois simple et efficace. Il doit déjà faire très chaud là-dedans. Et si ce véhicule contenait plus de combustible et d'huile, mieux vaudrait ne pas se trouver à l'intérieur. Si c'était un char, il aurait certainement déjà explosé à cause de ses munitions. Même à 5 ou 6 mètres, la chaleur est déjà très forte. Je préfère évacuer les lieux. L'équipage d'un Tigre a peu de chances d'évacuer, et même s'il arrive à s'échapper, il peut se faire prendre par l'infanterie ennemie. Mais ces combats rapprochés n'engagent pas que les chars et les soldats d'infanterie. Les pilotes des deux camps ont compris que s'ils volaient suffisamment bas, ils pouvaient lâcher leurs bombes sur le point le plus vulnérable des chars, c'est-à-dire leur sommet, à l'endroit où le blindage est le plus fin. Mais à une telle altitude, ils sont aussi une proie de choix pour les canons de DCA. Pourtant, les pilotes russes semblent étonnamment confiants. Leur avion, le Shturmovik, est une version ailée du T-34. Surnommé le char volant, cet avion au lourd blindage est cependant encore assez léger pour rester agile. Son secret est caché derrière son fuselage. Pour économiser du poids, son blindage est intégré à sa structure plutôt que rajouté après coup sur l'avion déjà fini. Un avion plus léger peut emporter plus d'armes et de carburant. Son blindage se révèle tellement efficace qu'il supporte même les frappes directes des canons de DCA. Bien à l'abri dans leur char volant, les pilotes russes s'engagent avec bravoure dans des attaques à très basse altitude. Le blindage du Shturmovik lui permettait d'emporter à son bord un armement léger. Cela enhardissait les équipages qui n'hésitaient pas à rester de longs moments au-dessus du champ de bataille à l'affût de proies potentielles. La bataille de Koursk a fait rage durant 7 jours. Le paysage s'est transformé en un véritable enfer. L'un des hommes de Zhukov a fait cette description. Le champ de bataille était couvert de cadavres, de chars détruits, de canons écrasés, de trous d'obus. Il n'y avait plus un seul brin d'herbe, seulement une terre noire, brûlée, encore chaude. Il est difficile de dire qui est sorti victorieux de ce carnage. Nous sommes au soir du 12 juin 1943. Les forces russes et allemandes sont engagées dans cette funeste bataille depuis déjà une semaine. Le titanesque combat de chars qui se déroule à Prokhorovka a un coût très élevé en hommes et en équipement. Les deux armées se replient pour panser leur plaie. Chacun pense que le combat va se poursuivre le lendemain et qu'il aura l'avantage sur l'autre. Dans les deux camps, on éprouve certainement le sentiment qu'on a eu le dessus et on attend de voir ce que le lendemain va apporter. Bien que les troupes allemandes soient à bout de force, la détermination de von Manstein ne faiblit pas et il les exhorte à poursuivre le combat.
Von Manstein ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre d'usure. Il est persuadé qu'un dernier assaut aura raison des Russes et lui permettra de percer le front. Mais Hitler envoie des nouvelles qui portent un coup dur au plan de von Manstein. Les Alliés viennent d'envahir la Sicile, mettant en péril toute l'Italie. Hitler veut donc retirer les chars de Kursk pour renforcer les défenses italiennes situées à plus de 2000 km à l'ouest. Von Manstein est anéanti par la nouvelle. Il découvre horrifié qu'Hitler commence à se désintéresser du front de l'Est et que ce dernier envisage de commencer à se retirer au lieu de lui envoyer des renforts. Il comprend que désormais l'initiative est laissée aux Soviétiques. Il essaie alors de convaincre Hitler qu'il faut poursuivre l'offensive. En bon officier prussien, il a dû employer un ton énergique mais toujours respectueux. Von Manstein négocie un compromis. Hitler l'autorise à poursuivre son attaque au sud pour infliger au moins une défaite partielle aux Russes. Mais les Russes ont d'autres projets en tête. Il faut avoir en tête le tableau complet de la situation. Ce retrait n'est pas justifié seulement par l'arrivée des Alliés en Sicile. Les Russes lancent à ce moment-là d'autres contre-offensives d'envergure ailleurs. Ils en ont lancé une vers Orel, au nord du saillant de Kursk. Ils en lancent aussi une vers le sud, vers la mer Noire. Les Allemands retirent donc des forces de Kursk pour se protéger contre les Soviétiques à d'autres endroits du front. Les troupes épuisées combattent encore plusieurs jours. Mais le 17 juillet, Hitler ordonne à la 2e Panzerdivision, qui a été le plus durement touchée pendant les combats autour de Prokhorovka, de se retirer. La bataille est finie. En quelques jours, les Soviétiques regagnent tout le territoire que les Allemands avaient envahi. L'armée rouge, bien que victorieuse, a perdu près de 180 000 hommes en l'espace de 2 semaines, en comptant les disparus, les blessés et les morts. Les pertes allemandes représentent moins du tiers de celles de leur ennemi. Ils comptent dans leur rang 50 000 blessés ou morts. Les deux camps ont subi des pertes terribles. Les Soviétiques ont perdu beaucoup plus d'hommes que les Allemands, mais à Kursk, comme ailleurs, ils ont de plus grandes réserves de troupes que les Allemands. Djoukov savoure sa victoire. Les Allemands sont forcés de boire la coupe amère de la défaite et de sentir la puissance des armes soviétiques, fabriquées par son peuple pour détruire un ennemi fort et détesté. Djoukov est un grand général. Il est exactement le type d'homme dont les Soviétiques avaient besoin dans ce contexte. Il est impitoyable. Il est prêt à lancer des attaques, quel qu'en soit le coût, même si certaines sont vouées à l'échec. Prêt à jeter toutes ses forces dans une guerre d'usure pour avoir raison de l'ennemi. C'est de cette façon que les Soviétiques ont combattu et ont finalement vaincu les Allemands. Il n'est pas fin tacticien comme von Manstein. Il ne gagne pas de petites victoires. Dans la plupart des combats qu'il a menés, il a perdu plus d'hommes que ses ennemis, mais il avait aussi plus d'hommes à perdre qu'eux. Je pense que c'est parce qu'ils ont attendu que les Russes ont gagné. Ce sont eux qui ont laissé aux Allemands l'initiative de l'attaque. Ce sont eux qui ont opté pour une stratégie défensive. Ils ont utilisé Kursk comme un leurre, comme un appât, comme le terrain opérationnel sur lequel ils allaient réussir à bloquer toute la capacité de manœuvre de l'armée allemande. Oui, les Allemands ont perdu à Kursk. La question est la suivante, auraient-ils pu gagner? Ou cela faisait-il partie d'un plan soviétique qui les encourageait à attaquer des positions qui étaient clairement défensives? Von Manstein tient Hitler pour responsable de cette humiliante défaite. C'est un homme brisé qui se replie avec ses troupes.